Marcus Rashford, Starboy, mais pas encore Top Boy. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter de manière trop longue. Marcus Rashford, on connaît tous. Voilà, ailier gauche à Manchester United et en sélection anglaise. Il a fêté son anniversaire, son 26e anniversaire, pas plus tard que mardi. Mais on va commencer voilà ce petit portrait, cette petite analyse du joueur en parlant d'abord de son état de forme actuel et ensuite de son état de forme global, du joueur qu'il a été, des phases par lesquelles il est passé. Donc Marcus Rashford, actuellement, on va pas passer par quatre chemins, il n'est pas dans une grande forme. Il est très peu décisif pour l'instant, c'était la 11e journée de Première Ligue, il est à un seul but et une seule passe décisive en Première Ligue cette saison. Et au-delà des statistiques qui disent une partie des choses mais qui disent pas tout, il faut aussi regarder les matchs. Et ce qui est hyper frustrant et qui commence à beaucoup décevoir, c'est qu'il rate énormément de duels cette saison. Il ose moins provoquer, notamment dans les grands matchs où souvent il performait, il permettait à l'équipe d'obtenir des résultats intéressants. Il est aux abonnés absents. Et il y a aussi, ça a été pointé plutôt au début de la saison, un manque de lucidité vraiment criant. Il oublie ses partenaires, on sent une sorte de crispation, on sent qu'il n'est pas relâché, qu'il est comme s'il était dans un contexte dans lequel il n'est pas à l'aise. Et forcément, au vu de son jeu et au vu de ses qualités d'accélération, de dribble, ça va l'handicaper, le fait de ne pas être en confiance. Et globalement, c'est un joueur qui est très inconstant. C'est pour moi, malheureusement, parce que c'est mon joueur préféré dans cet effectif, mais on va y revenir après, c'est peut-être le joueur le plus irrégulier, le joueur de haut niveau le plus irrégulier qui existe actuellement. Il est capable d'être l'un des meilleurs ailiers de la planète. On l'a vu de décembre 2022 à mars 2023. Il était tout simplement stratosphérique, aussi bien statistiquement parlant que dans le jeu. C'était l'un des leaders de Manchester United. C'était vraiment l'une des personnalités du vestiaire qui permettait au groupe d'être tiré vers le haut. Et c'est à ce moment-là que United a été le plus convaincant récemment. Même en 2016. En 2016, il fait de très bons débuts où il enchaîne les grandes performances. Pour ses débuts en Ligue Europa, il marque un doublé. Pour ses débuts en Première Ligue face à Arsenal, il marque un doublé. Il enchaîne les bonnes performances jusqu'à la fin de la saison 2015-2016. Puis, sous Mourinho, c'est un petit peu plus compliqué. Peut-être que là aussi, il a accusé le coup. Là, il s'est rendu compte que ça y est, il est arrivé en Première Ligue à Manchester United et surtout que dès à présent, on l'attendait à un très haut niveau. Donc, sous Mourinho, c'était un petit peu plus compliqué. Mais on se disait, c'est pas grave. Voilà, il a 18, 20 ans. C'est un joueur qui a besoin de grandir, qui a besoin aussi de se trouver, footballistiquement parlant, de trouver sa place. Et au vu du contexte à United, on se disait que c'était normal que ça prenne un petit peu de temps parce que l'équipe, elle aussi, était très irrégulière dans les résultats au fil des saisons. Puis, Ole Gunnar Solskjaer est arrivé. Alors voilà, il fait pas l'unanimité chez les fans de United, mais quand on voit ce qu'on a actuellement, on se dit qu'au final, ça va, on n'était pas logé à la pire des enseignes. Et sous les débuts de Solskjaer, lors des 2-3 premiers mois de OGS, il est tout simplement phénoménal. Un petit peu à l'image du début d'année 2023, il est décisif à tous les matchs. L'entente avec Paul Pogba, qui lui aussi était dans une période faste, était absolument incroyable. C'était un régal à avoir joué et United redevenait cette équipe convaincante. Il y a aussi eu la saison 2020-2021 où il réalise une très bonne saison, à l'image encore une fois de Manchester United qui arrive en finale de Ligue Europa et se retrouve dauphin de Manchester City. Et là, dans ces moments-là, on a le Rashford qu'on aime, le Rashford qu'on attend en fait à chaque match. Provocateur, qui n'hésite pas à dribbler, même si des fois il rate, c'est un contre un. Il dribble, il centre, il a une superbe qualité de frappe qui met en exercice, chose qu'il ne fait plus du tout en ce moment. Il y a eu un petit coup d'arrêt en 2021-2022 parce que l'enchaînement des matchs et le contexte ont fait qu'il joue un petit peu moins, il s'est aussi pas mal blessé. Il y a eu beaucoup de rechutes cette saison-là. Et puis voilà, je l'ai déjà présenté, il y a eu ce pic entre décembre 2022 et mars-avril 2023 où c'est clairement l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et depuis, c'est beaucoup moins concluant, il est moins impactant, il fait beaucoup moins peur. Et force est de constater que il est retombé dans ses travers. On parle d'un joueur qui a 26 ans, mais des fois quand on le regarde jouer, on a l'impression que
quelque part, c'est encore un petit jeune qui se cherche encore, que des fois, il manque d'assurance, il est pas vraiment sûr de son jeu. Et pourtant, c'est dommage parce que quand il est en forme, c'est un joueur très très complet. Il a une capacité à prendre la profondeur et une capacité d'accélération qui sont vraiment de classe mondiale. Hein. Il n'y a qu'à regarder ses matchs contre City, contre Arsenal, contre le Barça, pour ne citer que ces rencontres-là, où on le voit vraiment à son aise. Il est très doué techniquement, il a une palette très diversifiée. C'est-à-dire qu'il peut réaliser des gestes très simples, comme se sortir de situations assez compliquées où il y a deux trois défenseurs sur lui. Il peut jouer ailier gauche, c'est son poste de prédilection, c'est là qu'il est le meilleur, mais aussi en pointe, et c'est cette relative polyvalence qui avait intéressé le PSG il fut un temps. Et des fois, il peut même évoluer à droite s'il y a des permutations avec l'autre ailier. Maintenant, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de lui. C'est pas vraiment la partie où je serai le plus objectif, mais moi, c'est mon joueur préféré de l'effectif. Pour moi, c'est Manchester United actuellement, parce que voilà, il y a une histoire particulière avec Rashford. C'est un gars de chez nous, comme on dit. Il est né dans la banlieue de Manchester, il a été formé au club, il est arrivé au club, je crois qu'il avait 7 ans, il arrive en 2005, donc ça fait quasiment déjà 20 ans qu'il est chez nous. C'est un grand monsieur en dehors des terrains, donc ça, mine de rien, ça impacte aussi la vision qu'on va avoir de lui, parce que c'est un grand monsieur. Et par moment, c'est un footballeur exceptionnel qui a un niveau absolument incroyable. Il est capable de très grandes choses. Malheureusement, c'est pas assez souvent, mais ça reste quand même l'un des cadres de l'équipe et on constate que quand Manchester United va bien, souvent c'est aussi parce que Marcus Rashford est en odeur de sainteté. Et pour finir, je vais répondre à 2 questions. Est-ce qu'il peut faire passer un cap au club et est-ce que c'est un joueur à vendre? Donc je vais commencer par le fameux cap que United doit passer. Ça fait 10 ans qu'on attend que le cap soit passé. On a vu qu'à certains moments on en était assez proche. Et pour moi, s'il met fin à cette irrégularité, il peut clairement être le symbole du renouveau d'United. S'il arrive à maintenir son meilleur niveau plusieurs mois, voire sur 2-3 saisons, c'est tout à fait possible qu'il soit vraiment le symbole de ce nouveau United, de ce United qui redeviendrait une référence en Angleterre. Le problème, c'est que pour l'instant, il ne l'a jamais fait. On en parlait en off, il va sur ses 26 ans. On sait que c'est une période charnière. On considère un petit peu que c'est le prime physique et en termes de maturité de la plupart des joueurs de foot. Donc, à voir ce que ça va donner. Clairement, moi j'attends, et je pense que pas mal de supporters de United l'attendent aussi, c'est que ça soit un peu notre Vinicius, notre Mbappé, notre joueur frisson, notre joueur vraiment qui symbolise le club et qui soit capable de débloquer toutes sortes de situations. On ne lui demande pas évidemment d'être au niveau de Vinicius et Mbappé, mais on aimerait qu'il puisse être du même acabit que ces joueurs-là, qui puissent porter l'équipe comme le font Vinicius et Mbappé. Et s'il réitère ses performances du début d'année civile, je pense qu'il n'y a pas de souci. L'effectif de United reste quand même assez qualitatif. Il y a de très bons joueurs, des Bruno, des Casemiro, des Varane, des Onana, des Wan-Bissaka, qui, quand ils sont tous dans une bonne forme, peuvent vraiment faire de belles choses. Et voilà, bon, on va finir par est-ce qu'il faut le vendre? Après tout ce que j'ai dit, évidemment que non, il ne faut pas le vendre. C'est vrai que c'est un des joueurs qui peut être le plus frustrant sur le terrain, parce que quand il n'est pas en forme, ça se voit, aussi bien en tant que supporter que sur les résultats de l'équipe. On le voit même à son langage corporel, à son attitude, il est beaucoup moins conquérant. Mais voilà, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, pour toute la tâche qu'il y a au club, il faut le garder, parce que voilà, c'est un joueur qui connaît le club, c'est un joueur qui connaît le vestiaire, et puis tout simplement, il peut changer le cours d'un match sur un seul geste, et il a que 26 ans, donc son prime peut être vraiment le déclic, le moment révélateur où Marcus Rashford va enfin, lui aussi d'un point de vue individuel, passer ce cap et passer de bons voire très bons joueurs à vraiment grands joueurs et référence du football mondial. C'était très 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 complet pour Marcus Rashford. Merci. Mais il y a une question que j'ai un peu envie de poser. Est-ce que Rashford ne symbolise pas cette phrase « Il n'y a pas de mauvais joueurs mais que des mauvais contextes » ? C'est compliqué, on pourrait faire une émission avec cette question comme fil conducteur. En tout cas, c'est sûr qu'il est révélateur des contextes, des différents contextes de United ces dernières années.
c'est vrai que généralement, quand on regarde son état de forme, bah, c'est suffisant pour savoir dans quelle situation se trouve United. Par exemple, actuellement, Rashford n'est pas bon, il a du mal à enchaîner et l'équipe peine à truster les places qui devraient être celles d'un Manchester United. Pas de top 4, on est déjà éliminé d'une des deux coupes nationales. En Ligue des Champions, c'est très compliqué. Et à contrario, quand Marcus Rashford marche bien, et bah, quand tu regardes l'état général de l'équipe, tu constates que souvent, ça prend place dans de bonnes dynamiques. Mais là, c'est sûr que le contexte est hyper mauvais. Il y a un coach dont on ne sait pas, déjà on ne sait pas s'il va rester, on ne sait pas vraiment ce qu'il essaye d'implanter à cette équipe. Il n'y a pas vraiment de principe, il y a des principes de jeu évidemment comme dans tout club, mais ils ne sont pas révolutionnaires, ils n'ont pas permis de faire passer un gros cap à Manchester United. C'est très compliqué, il y a tout ce qui se passe en interne, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on voit que le vestiaire perd totalement confiance en Erik ten Hag parce que les résultats ne sont pas bons. Donc forcément, je pense que Marcus Rashford, il est à la fois victime et à la fois partisan, partie prenante de tout ça. Donc c'est un peu compliqué. J'ai envie de te dire que oui, Marcus Rashford, c'est sûr que c'est pas un mauvais joueur et qu'il y a un mauvais contexte. Mais à certains moments, c'est vrai qu'il abuse un peu, entre guillemets. Non, mais tu nous as parlé de cap, et c'est très intéressant, que United voulait passer un cap depuis 10 ans. Ouais. J'ai pas envie d'être méchant vers le club, mais j'ai l'impression que le cap, il a été passé plusieurs fois, mais négativement, vers le bas. Totalement. Mais ça, et que si sûr. Rashford était dans un club qui maintenait le cap, mais au haut niveau, ça coulerait beaucoup mieux pour lui. C'est pour ça que c'est réciproque. Évidemment que, comme j'ai dit juste avant que tu prennes la parole, des fois, c'est juste le contexte ambiant qui l'empêche de performer. Et des fois, il a des petits trous d'air parce qu'il y a des blessures, parce qu'il ne revient pas bien ou parce que tout simplement ça arrive. La saison 2021-2022, il ne faut pas oublier qu'il sort d'un Euro aussi. C'est vrai. Dans des conditions où il n'a pas joué et à la fin, il prend très très cher, malheureusement. Il prend cher, pas que dans les critiques, c'est des insultes racistes. On est d'accord. Pour rien. Et donc ça lui ruine sa saison. Oui, une grosse blessure en plus. Une grosse blessure, il se reconstruit, il revient, il attend un peu, puis il nous refait 6 mois exceptionnels la saison dernière où il marquait à chaque match. Super bon. Et ça devenait un running gag de la célébration. Et le but, c'est la story. Et c'était ça à chaque match, c'était vraiment impressionnant. À une époque où Manchester United, c'était pas exceptionnel, mais il y avait des choses quand même. Je disais, c'est le début. Il y avait des lueurs d'espoir, voilà, ça. C'est Ten Hag. Moi, j'avais la réflexion. Je me disais, Ten Hag, il est déjà plus loin dans son projet que Xavi. J'étais jaloux. J'ai très mal vu. Et j'ai fait une comparaison. Je me faisais une comparaison dans ma tête. C'est comme les premiers mois de Guardiola à City. Où il arrive, il a un jeu qui est pas vraiment le jeu de Guardiola, pas vraiment le jeu de la première ligue. Il gagne pas de trophée à la fin de la saison. Au final, je me suis trompé quand on voit ce qui se passe à United. Mais ça aurait pu être ça dans un monde parallèle. Et en tout cas, ça a été très bien accompagné par Rashford dans les premiers mois. Bien sûr. Je pense que Ten Hag a beaucoup gagné grâce à Rashford aussi bien en termes de résultats qu'en termes de dynamique. Et la première saison de Ten Hag, on la regarde avec un œil plutôt positif, malgré certaines critiques qu'on peut émettre, aussi parce qu'il y a eu ce raz-de-marée Marcus Rashford. Parce que tout simplement, quand tu as un joueur qui est dans une telle forme et qui peut afficher un tel niveau, tactiquement pour toi c'est un petit peu plus facile. Ouais. Tu sais que de lui-même, au-delà des consignes que tu vas pouvoir lui donner, de lui-même, il va vouloir jouer vers l'avant, il va vouloir marquer, il va vouloir se montrer. Forcément, ça va influer sur ses coéquipiers. Donc, à mon avis, oui, Ten Hag et Manchester United aussi doit beaucoup à Rashford sur la saison dernière. Toi, Erwan, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à Marcus Rashford sur ces dernières saisons à Manchester United? Est-ce qu'il y a encore la possibilité pour l'anglais de réellement passer un cap dans le club anglais ou est-ce qu'il doit quitter le club? Pour moi, c'est exactement comme Ousmane Dembélé. C'est-à-dire que c'est le genre de joueur que tu attends depuis longtemps. Tu dis que, en fait, il a explosé relativement jeune. Parce que je rappelle que ses premiers matchs à 16 ans, on se disait, Marcus Rashford, on ne savait pas qui c'était. Premier match saison contre City, but de la victoire. Premier match en championnat contre Arsenal, victoire, etc. etc. Donc, il y a ce côté d'avoir explosé trop jeune. Et tu l'as parfaitement pas décrit. Le contexte de Manchester United en soi. C'est très compliqué. C'est trop compliqué, surtout en interne. Franchement, pour un jeune joueur comme ça, de pouvoir bien s'exprimer. Déjà, qu'il soit resté encore à Manchester United jusqu'à là, ça montre quand même qu'il est plus qu'attaché au club. Là, c'est vraiment. C'est son club. Surtout que. Il était courtisé par le PSG à un moment. La saison dernière ou la saison d'avant, je crois que le PSG était vraiment. Il était en fin de contrat. Le PSG était très intéressé. Était fortement intéressé. C'est même
remplaçant même possible de Kylian Mbappé. Donc c'est pour te dire à quel point. Mais la saison dernière, il me semble qu'il avait été sélectionné pour jouer la Coupe du Monde. Ouais. Est-ce qu'il avait joué tant que ça? Je ne suis pas sûr. Il n'avait pas beaucoup joué, mais quand il est entré, c'était assez convaincant. C'est pas ça qui a fait favoriser que après la Coupe du Monde jusqu'à mars, voire début avril, c'est là que vraiment il a littéralement crevé tout l'écran. Je pense que ça a pu jouer sur ça et peut-être qu'il s'attendait aussi que l'effectif change énormément par rapport à la saison dernière. Peut-être qu'il s'attendait à avoir un peu plus de concurrence ou quoi que ce soit. Et au final, il n'a pas vraiment eu ça. Quand tu vois les recrutements qui ont été faits, bon, on en a parlé en off, hein, on va pas refaire, etc. Compliqué. C'est compliqué de trouver comme ta juste mesure avec des... Alors, on va être honnête, on ne dit pas que les coéquipiers sont nuls ou quoi que ce soit. Mais quand tu recrutes un certain Mason Mount... Que tu mets 80 millions sur un inconnu au bataillon, c'est pas que tu sois bon ou pas, c'est que c'est juste pas intelligent. Bah voilà, et donc du coup forcément pour un joueur comme lui ça n'aide pas parce que faut pas oublier qu'à la base Rashford c'est un ailier, c'est pas un numéro 9, donc forcément tu veux le mettre dans une position numéro 9, donc du coup comme ça va pas, tu recrutes un mec 80 millions d'euros, est-ce que ça va l'aider? Absolument pas. Et quand il jouait ailier, il devait faire le boulot du numéro 9 c'est aussi. Ça, voilà, donc à la fin tu ne mets pas forcément dans les meilleures conditions. Après, il faut zéro aussi derrière que Rashford n'est pas non plus exemple de tout reproche. Alors, on a beaucoup loué son côté présent pour les associations, etc. Ça, il n'y a pas à nier. C'est le terrain qui parle. Mais les soirées boîtes de nuit, notamment les lendemains de défaites contre City et contre Newcastle, ça commence à faire peser en Angleterre quand même. Parce qu'en Angleterre, il y a toujours ce côté-là de... Tu fais des extras sportifs, etc. C'est compliqué. T'es bon. Mais si le match d'après, t'es bon... Oui, c'est oublié. C'était pas bon, ça sort toutes les photos. Parce que déjà, il y a un attaquant de renom que tu dois bien connaître qui s'appelle juste Wayne Rooney, qui était juste un spécialiste des faits divers en Angleterre, conduit en état d'ivresse, sorti en boîte de nuit, je ne sais pas. Mais comme le match d'après, il savait te planter un double ou un triplé comme il fallait pour gagner un match, c'était oublié tout ça. Non, et sauf que le problème, c'est que tout ça, ça se ressent sur ses performances. Et du coup, même pour la sélection anglaise, c'est de plus en plus compliqué pour lui parce que, vu ce qui arrive avec notamment l'émergence d'un certain Bukayo Saka, t'as envie de te dire que Rashford n'a plus vraiment sa place en sélection. Je suis même Après, pas... Saka est plus à droite. À gauche, qui est sa concurrence? Bah, il y a Grealish, justement. il y a Foden qui revient. Foden, pas titulaire. Non, mais attends. Ok, Foden n'est pas bon du tout, lui, en sélection anglaise, mais pour Gareth Southgate... Tu peux pas justifier une non-sélection de Foden pour ce qu'il fait en club. Après, pour le coup, Rashford en sélection, c'est plutôt correct. Le vrai problème, c'est à United. Le problème, t'as ça. En Angleterre, ça pèse pas que Rashford soit là ou pas. Ouais, si. Je pense que ça compte quand même pour lui. Et quand tu sais, on a parlé de Foden, mais faut pas oublier l'homme de terrain de Southgate, c'est Sterling. Eh oui. Et à gauche. Parce que on oublie toujours, hein, alors même si l'Euro avec l'Angleterre ça a été compliqué ou pas, mais il faut pas oublier que pour moi, et je le dis encore, Sterling a été le meilleur joueur de l'Angleterre à l'Euro 2021. C'est grâce à lui que l'Angleterre est en finale contre l'Italie. Monstrueux. Et je pense que le fait que Sterling n'ait pas été appelé pour la Coupe du Monde dernier, ça a été dur pour Gareth Southgate. Bon, après, peut-être que pour Rashford ça a été quelque chose, mais au final, ça a été compliqué pour lui. Mais pour le cas de Manchester United, moi, je pense que après cette saison-là, va falloir qu'il se mette une véritable réflexion s'il doit partir ou pas. Moi, personnellement, je le vois bien être un one club, en mode rester toute sa vie à Manchester. Je pense qu'il se plaît vraiment bien dans la ville, etc., comme c'est un mec de là-bas. Maintenant, pour le cas du football, je pense qu'il vaut mieux qu'il s'arrête, tout simplement. Parce que je pense que le cadre, peut-être à mon avis, ne lui convient plus pour s'exprimer. Et je pense que si jamais ça continue comme ça, il risque de toucher réellement le fond. Et là, on n'aura pas le joueur qu'on aurait dû avoir depuis 2016, voire 2017.